Donc, Joseph Toki, docteur en génie mécanique, professeur à l'École nationale d'ingénieurs de ressources. Et il a été le directeur de l'école pendant quelques années, puis directeur général de la rénovation universitaire au ministère. Et depuis quelques années, il a une deuxième casquette qui est la mise en place de start-up et start-up. Dans ces activités de recherche, c'est plus la modélisation et le comportement mécanique des matériaux. Et par contre, aujourd'hui, il va plus nous parler d'écosystème. Donc, le temps que non, c'est la salle qui démarre. Alors, je vais donner quand même la parole à Joseph pour se présenter peut-être davantage et expliquer comment il est passé de fatigue des matériaux, de modélisation au start-up, comment ça a été cette mutation et cette transition. Merci Zita, merci beaucoup. Merci pour l'organisation de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler pas de choses beaucoup scientifiques, mais on va essayer d'introduire des compléments, en fait, et une autre vision qui peut accompagner les chercheurs, qui peut accompagner le monde scientifique d'une manière un peu parallèle, on va dire. Donc, comme l'a introduit Sita, effectivement, donc j'ai fait un parcours scientifique. Donc je suis professeur à l'ISO. Ensuite, en fait, lorsque j'étais directeur de l'École nationale d'ingénieurs de ressources et puis ensuite directeur général de la rénovation, j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup d'activités entrepreneuriales parce que c'était un peu ma vision des choses pour l'enseignement de l'ingénierie. De cette idée a commencé à naître un petit peu la vision entrepreneuriale et puis la création de ce qu'on appelle un écosystème, parce que j'ai eu l'occasion de le créer à Sousse avec différents acteurs du monde entrepreneurial. Voilà, donc je vais essayer de vous parler de cette expérience peut-être, mais aussi Voilà, très bien. Merci beaucoup. Voilà, donc on va démarrer. Alors, donc l'idée justement, c'est de vous faire part un petit peu de cette expérience, mais aussi vous donner un état des lieux de l'écosystème tunisien et comment ça pourrait se développer. Mais je ne vois pas beaucoup de thésards parce que j'avais envie aussi de m'adresser à nos jeunes thésards pour leur parler justement de cette approche. Je ne sais pas, ils dorment encore peut-être, non? Ils sont dans le Voilà. Où sont les thésards l'écosystème. J'ai envie un petit peu Bon, c'est vrai que c'est un état des lieux de la Tunisie pour voir un peu comment on s'oriente, comment on a démarré, on en est où exactement aujourd'hui et comment ça pourrait évoluer dans les années à venir. Bien entendu, j'ai envie de vous faire rêver un petit peu parce que je vais parler aussi de quelques exemples réussis. Donc je vais démarrer d'abord parler un peu de l'écosystème entrepreneurial, sa structure organisationnelle d'abord. Ensuite, à partir de la structure, on va essayer un petit peu de rentrer un peu dans
pas dans les détails, mais dans les éléments constitutifs de cet écosystème, qui sont les startups, d'où l'organisation, ce qu'on appelle Startup Tunisia. Je vais aussi vous parler d'un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place en Tunisie pour favoriser ce système, pour favoriser cette nouvelle économie ou cette chaîne de valeur qui pourrait se développer. Et donc, c'est le statut étudiant-entrepreneur. Bien entendu, on finira par un radar de quelques licornes tunisiennes qui ont très bien réussi. Voilà donc l'écosystème entrepreneurial, structure organisationnelle. D'abord, vous connaissez certainement la définition, hein, d'après George Tansley, 1936. Il s'agit d'un ensemble d'acteurs interconnectés, d'institutions et de processus qui interagissent pour renforcer le réseau entrepreneurial dans un environnement donné. Donc il y a des éléments clés, il y a les acteurs, il y a les institutions, mais il y a aussi le process. Tout ça, ça va tourner dans une chaîne de valeur. À partir des acteurs, en utilisant des composants, ce qu'on appelle des composants nutritifs, ceux qui vont alimenter le système, parce qu'il faut qu'il soit alimenté en continu. Bien sûr, moyennant un réseau, quel type de réseau justement, quel type de connectivité qui doit être effectuée entre les différents éléments, avec quels moyens. Il y a des moyens financiers, mais aussi il y a des moyens événementiels. Il y a des événements de stimulation qui vont permettre de stimuler le système pour qu'il fonctionne, pour qu'il perdure dans le temps, afin que ce système-là soit un système évolutif. Il faut qu'il évolue. Il faut qu'il crée de la valeur. Il faut qu'il toujours y ait une chose de plus qui va se créer, un impact, une valeur ajoutée. Sinon, c'est mort. Alors, on a identifié les éléments constitutifs du réseau. Il y a ce qu'on appelle les universités d'abord, ce que vous connaissez très bien, votre milieu, notre milieu, les universités, les centres de recherche, les laboratoires. Il y a l'aspect gouvernement, institutions, programmes gouvernementaux et institutions locales, qui sont au même niveau que des structures d'aide ou d'accompagnement qu'on appelle les incubateurs, accompagnement au départ. C'est pas tout, il faut de l'argent. Il faut qu'il y ait des investisseurs. Il y a différents types d'investissements. Capital risque, venture capital, VC, business angels. L'État aussi, elle peut financer. On verra par la suite. Notre problème, il est où aujourd'hui au niveau de l'État? À quel point ça coince? Parce qu'aujourd'hui, ça coince effectivement. On verra un petit peu hein, les problématiques liées à cette difficulté. Il y a aussi ce qu'on appelle les accélérateurs. Les accélérateurs, c'est un petit peu lorsqu'on est en état assez avancé du projet, ben, on a besoin qu'on nous pousse, qu'on nous propulse hein, pour dépasser un certain nombre de difficultés et pour aller sur le marché, ce qu'on appelle aller sur le marché, donc vendre le produit. Alors tout ça nécessite des acteurs supports. Les acteurs supports, ce sont les environnements, les écosystèmes, les co-working space, les espaces, les Fab Labs, etc. Alors comment c'est connecté? Il y a différentes configurations de connexion. Selon les pays, il y a des connexions en maille, il y a des connexions en arbre, il y a des connexions interconnectivité, il y a des connexions en ligne. Et chaque pays a sa façon, a sa propre méthodologie, a sa propre approche de connectivité. Alors, l'étude a montré que la meilleure connectivité, c'est celle-ci. C'est une interconnectivité. Il faudrait que le réseau puisse parler
entre tous les éléments. Tous les éléments doivent être connectés. Après, il y a des conditions sur la connexion, bien entendu. Donc là, on a partagé sur 3 éléments. Capacité budget, capital sectoriel dans tout ce qui est finance, et les supports pratiques derrière. Alors on va retenir un peu ces 6 structures, 6 éléments. Ce que j'ai appelé tout à l'heure les éléments nutritifs, ce sont les éléments qui donnent de l'argent et qui financent ces actions. Si je regarde un peu en détail ces 6 éléments, on les retrouve ici, les 6 éléments. Il y a la politique publique. Que dit la politique? Qu'est-ce qu'elle fait pour stimuler et pour générer et pour aider la création des nouvelles de chaînes de valeur, d'une nouvelle chaîne de valeur? Il y a la politique, il y a le marché, il y a le capital humain, on va le voir un petit peu en détail. Il y a le financement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des structures qui alimentent, nutritifs. Il y a la culture entrepreneuriale. On l'a ou on l'a pas. Là, ça va dépendre un peu du type de gouvernance. Ça va dépendre un peu du type des personnes qui ont envie de faire ça. Est-ce qu'ils ont la culture ou pas? Et puis, il y a l'accompagnement. Il faut aider. On ne peut pas laisser seul. Alors, si on regarde la politique publique, ben, il y a le leadership, il y a le gouvernement. Leadership, donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit entrepreneurial, il faut pousser, il faut avancer dans ce sens-là, il faut encourager, quelle que soit la structure qu'on gère. Le gouvernement, il va aider avec les textes législatifs. Parce que si on doit faire des choses, il faut que ce soit supporté par des appuis législatifs et des textes juridiques, sinon ça risque de marcher 1 an, 2 ans, mais après, ça part en miettes. Parmi les axes, ce qu'a fait par exemple la Tunisie, en ce sens-là, il y a ce qu'on appelle les textes juridiques ou les lois incitatrices, il y a ce qu'on appelle le texte concernant le label Startup Act. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent, qui ont entendu parler du label Startup Act? Levez la main. 2, 3. Très bien. Donc je vais en parler justement, parce que j'en suis le président depuis 1 an, mais j'étais membre pendant 3 ans. Alors on va voir un petit peu quel rôle joue cette composante dans le fonctionnement du réseau, dans le fonctionnement de l'écosystème entrepreneurial. Le capital humain, forcément, si on n'a pas de capital humain, ça c'est clair, sans rentrer dans les détails, il faut des qualifiés, il faut des ingénieurs, des docteurs, des doctorants éventuellement, des gens qui réfléchissent, qui ont le savoir, qui ont acquis le savoir. La culture entrepreneuriale, il faut l'avoir, sinon ça ne marchera pas aussi. La culture entrepreneuriale, c'est que lorsque, par exemple, lorsqu'on voit une société qui se casse la gueule, pardonnez-moi de l'expression, il faut l'encourager, il ne faut pas lui saper le moral. C'est ça ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale. Il faut d'abord lui-même, il y croit, mais il faut que l'environnement le supporte pour aller au-delà et pour se relever et faire encore des choses et essayer encore et continuer à rêver, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les normes sociales, en fait. Hein. L'accompagnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les incubateurs, accélérateurs, Fab Lab. Pourquoi on instaure un Fab Lab dans une école d'ingénieurs, par exemple? Ça sert à quoi? Ça sert à supporter ceux qui ont des idées pour transformer leurs idées en pratique, en projet. L'appui professionnel, bien sûr, il faut derrière aussi des structures qui peuvent aider à écrire un business model, à faire un bilan économique, à faire un bilan comptable. Donc, on a besoin d'experts, on a besoin de conseillers, on a besoin d'un monde qui peut accompagner les jeunes pour qu'ils aillent un peu plus vite. Et puis les institutions non gouvernementales, comme ce qu'on appelle par exemple les structures d'appui, les écosystèmes, qui eux, ils organisent des concours, des hackathons, etc., qui permettent un petit peu de stimuler les projets et d'aller jusqu'au bout. Les capitaux, il faut bien sûr quelqu'un qui croit au projet, qui a les moyens et qui dit moi je peux
financer tel ou tel projet. Alors ça peut être un capital risque, c'est-à-dire il peut participer au capital, tout en sachant qu'un jour il ne peut pas revendre son produit, ou que la société ou que la start-up ne soit pas acquise ou ne fait pas d'exit. Ne fait pas d'exit, c'est-à-dire elle n'est pas reprise par une autre société. Donc c'est le risque qu'il prend, l'investisseur, dans ce projet-là. Donc on a besoin de capital risque. Mais aussi on a besoin de business angels qui ont de l'argent, qui peuvent donner de l'argent, c'est ce qu'on appelle aussi l'argent, love money, l'argent qui permet de financer. On change de micro. Voilà, donc qui permet de financer le démarrage, ne serait-ce que le démarrage. Le marché. On a adraka mal marché. C'est ce qui est le plus difficile en fait, c'est de se situer sur le marché et de pouvoir vendre son produit sur le marché. Donc aller, parce que sans ça, on n'a pas réussi en fait. Et c'est le marché qui identifie ce qu'on appelle l'innovation. Vous savez qu'on va parler un peu de critères, les critères sur les projets qui réussissent. Alors on ne sait toujours pas donner une valeur réelle à l'innovation, on ne sait pas encore identifier, ça n'arrive pas à donner une vraie définition à l'innovation. Mais pour moi, ma conception, c'est que l'innovation, elle peut être testée par le marché. Si le produit est vendable, c'est qu'il est innovant, parce qu'il a demandé, il a été demandé. Alors, j'ai parlé donc de connectivité entre les réseaux. Maintenant, savoir comment ça va circuler les informations. Quelle est la proximité de ce réseau-là? La recherche a montré que la meilleure situation, c'est une situation circulaire. Une situation circulaire, c'est-à-dire que l'entrepreneur se trouve au niveau, ce qu'on appelle le niveau microéconomique. Il y a une couche au-dessus qui est l'interorganisationnel entre les structures. Et donc là, ça va communiquer entre ces structures-là dont je viens de parler à l'instant. Les six structures, l'université, gouvernement, finance, support, les acteurs, accélérateur et incubateur. C'est les 6 structures de base qui doivent communiquer ensemble, mais surtout doivent interagir avec l'élément de base, l'élément de référence qui est l'entrepreneur lui-même. Bien sûr, tout ça c'est entouré par des notions, entouré par ce qu'on appelle le macro, c'est le marché, c'est le macroéconomique, c'est au niveau gouvernement, au niveau université, au niveau technopole, au niveau structure globale qui gère cet écosystème. Donc l'écosystème, il est formé par cette structure circulaire. Et surtout, il faut il faut toujours veiller à la distribution de l'information. Si l'information s'arrête, ne circule plus, on est foutu. Pourquoi? Parce que la chaîne va être rompue. Si on rompt la chaîne, l'écosystème sera rompu et ne pourra pas perdurer dans le temps. Alors, on a mesuré un petit peu la culture collaborative entre les structures et aussi en parallèle avec la circulation d'informations sur 2 ans. Et ça a été fait à Lyon, pas en Tunisie, c'est juste une transmission de ce qui a été fait à Lyon. On voit que les deux phénomènes sont presque homothétiques, se déplacent de la même façon. C'est-à-dire que quand la culture de collaboration augmente, forcément, la circulation d'informations est impactée. Ou c'est le mindset aussi, il faut réfléchir dans le mindset. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un élément, on ne doit pas penser uniquement à soi-même. Il faut penser à l'autre. Si on ne pense pas à l'autre, on réussit 1 an, on réussit 2 ans, mais après, on s'effondre. L'écosystème est basé sur la mentalité collaborative. Il y a 2 aspects. Il y a ce qu'on appelle la collaboration et la compétition. D'ailleurs, il y a une nouvelle notion qui est sortie, copétition. Copétition. Collaboration et compétition. On a pris les 2 éléments et on a rajouté les 2 ensemble. Donc il faut avoir dans l'esprit ces 2 éléments-là. À la fois on collabore, mais à la fois on
il y a une compétition entre nous pour réussir. Et si on insère cette notion, on est sauvé. Il faut absolument, c'est fondamental. La compétition, elle est fondamentale. Il faut que vous puissiez parler entre différents laboratoires. LMS, LGM. Il ne faut pas que le LMS travaille seul, il ne faut pas que le LGM travaille seul. Je parle. Là, je suis sorti un peu du cadre ici pour transposer un petit peu votre situation. Le LGPMM, les laboratoires. Il faut coopérer, mais tout en faisant une compétition, parce qu'on aimerait bien être le premier aussi, on aimerait bien avoir plus d'articles, on aimerait bien avoir ceci, on aimerait bien avoir cela. Mais sans la coopération, on ne réussit pas. On travaille seul, puis après, 1 an, 2 ans, et après, ça finit pas. D'ailleurs, c'est pour ça que vous organisez ces rencontres-là, elles sont extraordinaires. Ces journées-là, ça permet un petit peu de lier, de créer des relations compétitives, mais coopératives aussi. Et donc, là, cet endroit, ça favorise la courbe rouge, ça favorise la circulation d'informations. Là, aujourd'hui, demain et hier, on est en train de circuler l'information entre nous. Et si on n'avait pas cet esprit de coopération, on ne pourrait pas circuler l'information entre nous. Donc ces deux courbes-là sont fortement liées. Alors, si on regarde un peu dans le monde ce qui se passe, on a mesuré un peu ce qu'on appelle l'efficacité ou l'efficience, mais il n'y a pas que ça. On va dire la réussite entrepreneuriale mondiale. Et on va voir un peu quelques résultats à l'échelle internationale et on va se situer, nous, comme étant Tunisie, où on en est par rapport au système international. Je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous donner, malheureusement. Alors, Global Innovation Index, GII, c'est une structure internationale qui mesure justement cette performance, la performance des écosystèmes, et elle a décomposé le monde en différentes plages. Et elle a situé un petit peu et elle a fait un calcul de score basé sur un certain nombre d'éléments. Les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis, donc il y a un score, et elle a choisi 130 économies. 130 économies, c'est-à-dire 130 pays en gros. Bon, ce dessin-là, il n'est pas très lisible, donc j'ai un petit peu essayé de synthétiser ça sur des tableaux, parce que vous êtes scientifique, vous comprenez beaucoup mieux certainement les tableaux et les courbes. D'abord, ce GI ici, le GI, le Global Innovation Index, il a travaillé sur ces points-là, je ne sais pas si c'est lisible ou pas. Il y a ce qu'on appelle les inputs et les outputs. Les inputs, ce sont les institutions. Hein? Les inputs, c'est des... Mon ange gardien, c'est la ligne, je t'adore. Il y a les inputs. Donc les inputs ici, il y a 5 éléments. Ils ont choisi ces 5 éléments-là. Et les outputs, ces 2 éléments-là. Ce sont des indicateurs qui peuvent se décomposer en sous-indicateurs. Et puis après, ils font une moyenne. Donc, rapidement, institution, capital humain, infrastructure, perfectionnement du marché. Il est géré par le capital, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le perfectionnement des affaires. Là, un peu, c'est le monde des affaires, régionales et nationales. Ça, ce sont les inputs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on rentre dans un écosystème? Qu'est-ce qu'on en sort? C'est les outputs, les produits de connaissances, des technologies, les produits de créativité. Donc, c'est un peu le résultat, la valeur ajoutée. Chaque élément, il est décomposé en sous-indicateurs. Après, il y a une moyenne, il y a un calcul de moyenne qui est fait pour après tracer les courbes d'un certain nombre de valeurs. Ils ont 81 indicateurs et basés sur 132 économies. Ils ont choisi 132 économies, 132 pays en fait. Globalement, c'est 132 pays, mais qui ne sont pas sélectionnés forcément par continent. Alors, si je regarde à peu près le premier bilan, vous avez la première 2018, 2021, 2022.
J'ai choisi la tête du tableau, enfin pas la tête forcément, ça c'est la tête. La Suisse, toujours les premiers dans le système, dans un écosystème entrepreneurial. Toujours les premiers. Après, il vient les USA. Après 5e place, 8e, 7e. En 2018, 5e. En 2021, 8e. Et 7e en 2022. Singapour. Là, ce que j'ai marqué ici, c'est la richesse. La Suisse, c'est le 20e pays mondial économique. Et là, ce sont 800 milliards de dollars. C'est le PIB. Les USA, c'est 23 500 milliards de dollars. Son PIB, ils sont de la première économie mondiale, bien entendu. Vous voyez qu'elle n'est placée que 3e en 2021 et 2e en 2022. Et là, ce sont le nombre d'économies dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le choix 130 pays. La Chine, elle est la 2e économie mondiale avec 17 700 milliards de dollars comme PIB. Elle est placée 17 en 2018. 12, et elle progresse. 11, et je ne sais pas, après, je suis certain qu'elle va encore grimper. Les États arabes unis, elle est 34e pays économique, avec 415 milliards. Elle est 38 en 2018, mais elle progresse. 33, 31. La Turquie, 50e, elle progresse. Ça, c'est le haut du tableau. Hein. On va voir un peu le milieu du tableau, où la Tunisie est située. D'abord l'Afrique du Sud. Donc ça par contre, j'ai choisi le pays africain. Le rang en Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays, c'est pas 53. Je me suis trompé. Donc c'est sur 54 pays. Toujours ici, le 130, c'est le nombre d'économies. L'Afrique du Sud, elle est... c'est quoi ça? Oui. 58 sur 130. Elle est classée mondialement 58, mais elle est la première en Afrique. Elle a chuté d'une place, mais elle est restée la même, de 21 à 22. Elle est toujours 2e. Vous n'allez pas croire, mais la première qui est la première en 2021 et 2022, c'est l'île Maurice. L'île Maurice, c'est 1 800 000 d'habitants. Elle est classée mondialement 145, uniquement 12 milliards d'économies. Par contre, en termes d'écosystème, elle est première en 2021, elle est toujours première en 2022. La Tunisie, 89 nous sommes mondial. 89 c'est sur le nombre de pays, hein, 197 pays au monde à peu près, 197, 198. Nous avons ici un PIB de 46 milliards de dollars, 66 en 2018, classé sur 130. On était 2e en 2018. En 2021, on perd 5 points. On est 3e. Et en 2022, on perd encore 2 points. On est 4e. Et je ne sais pas ce qu'on va perdre l'année prochaine. Et pourtant, on a quand même une dynamique qui est prononcée. Le Maroc nous a pas dépassé, mais il ne va pas tarder. Si, il nous a dépassé en 2022, il est 3e alors qu'on est 4e. Cette année, en fait, l'année dernière. On est passé au 4e rang, alors qu'on était au 2e rang en 2018. Voilà, après il y a le Maroc, après il y a le Kenya, après il y a l'Égypte. Mais ce sont les pays les plus importants qui développent leur écosystème en Afrique. En revanche, en termes d'efficience, on n'est pas mauvais. Nous sommes le 2e pays efficient. Qu'est-ce que c'est l'efficience? L'efficience, c'est tout ce monde-là qui se trouve au-delà de cette courbe linéaire. Ce sont les bleus clairs. L'efficience, en fait, c'est le rapport entre ces deux choses-là. Le rapport entre les outputs et les inputs. Donc, lorsqu'on classe les inputs en axe d'abscisse,
les outputs en ordonnée, et ben on trouve cette courbe-là. On trouve cette courbe-là, et on est où? On est là, on est le deuxième pays après le Maroc. Bon, on a une croissance ici, vous voyez, c'est une chute ici, une croissance, parce que c'est un rang. Une croissance en termes d'output et une diminution en termes d'input. Donc là, on est performant en termes de rapport, on est pas mal. Donc c'est un indicateur qui est dans notre faveur, en faveur de la Tunisie. Alors, voici Basta, donc à peu près notre situation au pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement à l'intérieur, réellement, comment on agit un petit peu, comment ça fonctionne notre système entrepreneurial Startup Tunisie. Alors là, on va s'occuper dans notre réseau, je vous ai montré tout ça, ce réseau-là tout à l'heure, on va s'occuper donc de ce que fait cette relation-là, de cette ligne-là. Aujourd'hui, hein, je ne peux pas m'attarder, je ne peux pas expliquer tous les liens, ça demandera beaucoup de conférences. Aujourd'hui, on va s'attarder sur uniquement cet axe-là, donc que fait le gouvernement et que font les structures d'appui financier pour avoir la situation d'aujourd'hui. D'abord, le Startup Act. Donc la Tunisie s'est réveillée un jour, en 2018, a dit tiens, il faut qu'on crée notre système, il faut qu'on fasse avancer notre système. Et donc, on va travailler sur la jeunesse, la diaspora d'excellence, l'ouverture sur le monde, l'infrastructure, la culture entrepreneuriale et le think big, start small, c'est-à-dire en fait c'est un état, c'est une expression qu'on utilise un petit peu pour booster un peu notre envie entrepreneuriale. Alors on a commencé par écrire un texte, d'abord une loi 2018, un décret qui a été appuyé par un décret et une circulaire. Tout ça pour créer juridiquement en fait de façon institutionnelle, créer des moyens pour booster notre environnement, notre écosystème entrepreneurial. Il y a donc ce qu'on appelle un opérateur Smart Capital qui, lui, il est sous la tutelle du ministère des Technologies et qui gère un petit peu ces aspects, cet nouveau écosystème. Il est géré sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le Startup Act. Le deuxième pilier, c'est l'investissement. Et le troisième pilier, c'est Startup Écosystème. Et chaque pilier possède en fait des éléments ou des instruments. Ce sont des instruments qui permettent d'avancer. Alors, le Startup Act possède donc l'instrument label et les séries d'avantages. Donc, un label de mérite couplé à des séries d'avantages. Pourquoi ça? Pour aider le décollage, pour aider un jeune entrepreneur à décoller. Alors, c'est ça que je vais expliquer. Je ne vais pas trop expliquer ces deux axes-là. Ça, c'est plutôt de l'investissement. C'est un peu, ça, c'est le fonds, des fonds à la bas. En fait, un fonds des fonds, c'est un argent qui est à la base alloué par la Commission européenne, dont une partie est orientée vers le développement local. Ce qu'on appelle le fonds de défense, c'est-à-dire il gère un certain nombre de fonds. Il y a un incubateur et puis un programme de garantie. Le troisième, c'est l'écosystème, financement, connexion et promotion. Bon. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le Startup Act. Comment ça fonctionne? C'est le premier pilier. Il vise ses objectifs. Combien d'objectifs? Au bout de 5 ans, il a démarré en 2019. En 2025, on vise 1000 labels. C'est-à-dire que la Commission va travailler pour qu'en Tunisie, au bout de 5 ans, on puisse avoir 1000 labels. Ces labels-là, ils vont créer de l'emploi. C'est pas pour rien qu'on fasse ces projets-là. L'objectif, c'est de créer 10 000 emplois, 1 milliard de dinars de chiffre d'affaires,
et une licorne tunisienne. La licorne existe bien. Le milliard, nous en sommes aussi à 4 ans. Il nous reste 1 an. Le milliard, il n'est pas encore atteint, mais on va voir, on en est où. Les 10 000 emplois également. Et là, nous en sommes aujourd'hui, je peux vous le donner ce chiffre-là, nous en sommes à 850 labels. C'est-à-dire, depuis 2019, nous avons labellisé 850 startups. 850 jusqu'à aujourd'hui. Et là, demain, on a encore une cohorte de 50 qui vont être labellisés. Je ne vais pas m'attarder énormément. Quand est-ce que vous allez voir toi? 5 minutes. Tu vois? 5 minutes. Bon, 10 minutes. Donc, avantages des startups. Donc, c'est quoi les avantages? Le label, il donne des avantages. Quand on dit un label, c'est pas pour rien qu'on s'inscrit à ce projet-là et on veut demander des aides. Alors, il va y avoir des aides à l'entrepreneur, des aides aux investisseurs et des aides aux startups elles-mêmes. Parmi les aides, c'est les bourses de startup, congés. Si quelqu'un demande à une startup et demande de label, il peut avoir un congé. Bonjour, il peut avoir un congé pour justement gérer son projet. Prise en charge du brevet. S'il a un brevet à déposer, un brevet international, l'État prend en charge tous les frais. Et puis, bien sûr, il y a d'autres aides. Il y a aussi des aides dégrèvement fiscal pour les investisseurs. S'ils investissent une somme d'argent, ils ne payent pas d'impôt dessus. Donc il y a un certain nombre d'avantages pour les investissements. Et puis pour les startups également, le portail, ils n'ont pas d'impôt sur les sociétés, les charges sociales et patronales sont exemptées, etc. Ils ont un compte en devise, ils peuvent avoir de l'argent en devise, ils peuvent gérer, ils peuvent vendre à l'étranger avec une carte technologique, etc. Bien sûr, il y a des conditions, il y a des critères. Il y a des critères pour avoir le label. Les critères sont d'abord l'âge. Il faut que la société ait moins de 8 ans. Il faut que son chiffre d'affaires annuel est inférieur à 15 millions de dinars. Le total bilan inférieur à 15 millions de dinars et l'effectif inférieur à 100 employés pour pouvoir postuler à ce label-là. Le capital indépendant, 2 tiers, il faut qu'elle soit une société presque indépendante. Et puis le Startup Act ici, enfin le collège, il intervient dans les 2 axes ici, l'innovation et la scalabilité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'innovation c'est assez subjectif, c'est difficile à cerner, mais toujours est-il, il y a quand même des bases d'innovation, il y a des définitions minimales d'innovation, mais il y a 2 types d'innovation. Soit on rompt avec l'ancien, c'est-à-dire on a inventé un nouveau système complètement qui n'existait pas, ou bien on fait ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, c'est-à-dire il y a quelque chose qui existe, par exemple ce projet-là, cet outil-là existe, mais je peux lui rajouter une nouvelle option. Je peux lui rajouter une nouvelle option, et donc cette option-là est une innovation parce qu'elle n'existait pas. Donc ça s'appelle l'innovation incrémentale. Alors ça, c'est la première condition, mais il faut qu'on s'assure aussi de ce qu'on appelle la scalabilité. Il faudrait que le projet puisse se développer dans le temps, mais en fonction exponentielle. Mais là, c'est une expertise qu'il faut avoir, il faut une vision, dire ce produit-là, il va avoir un grand marché ou pas. C'est difficile à évaluer, mais après, si on n'est pas sûr du projet, et ça, c'est la mission, c'est notre mission en fait, c'est la mission du collège. Je suis le président du collège. J'ai avec moi 7 membres du collège, et donc si on ne comprend pas bien le projet, on n'est pas sûr de nous-mêmes, on l'invite à un pitch pour qu'il nous explique un peu plus le projet. Alors donc c'est basé sur un POC, ce qu'on appelle un proof of concept, l'innovation et la scalabilité, c'est ce que je viens d'expliquer à l'instant. Alors le collège, ce sont les membres du collège, sont issus du milieu économique. Processus de soumission,
je vais aller vite, rapidement. Il y a un mois ici, entre le dépôt et la labellisation. Bien sûr, il y a une phase où le collège statue sur ce projet-là. Et donc, on appelle au pitch. Alors, ce qu'on appelle, il y a en fait un label et un pré-label. Donc, si la société n'est pas encore créée, il peut postuler à un pré-label. C'est-à-dire, vous avez uniquement l'idée qui est transformée en POC. Il faut quand même le POC, il faut qu'il existe. Ben, sinon, c'est pas c'est éligible. Donc, il faut que le POC existe. Et donc, si on n'a pas la société et qu'on est labellisé, on peut avoir 6 mois pour créer la société. Sinon, le label tombe. Au bout de 6 mois, le label tombe si la société n'est pas créée. Alors, bilan, donc, sur 4 années d'exercice, ça c'est en 2021, mais au-delà de 65%, nous sommes à peu près là. Hein. Nous avons, je vous ai dit, c'est pas 650 en 2021, mais aujourd'hui, nous sommes à 850. Donc, la courbe, il faut la lire jusqu'ici. Emploi créé, 4500 en 2021, mais là, on a certainement dépassé. Et le chiffre à faire cumulé, on a certainement dépassé, mais je n'ai pas le chiffre exact sur ces points-là. Ça, c'est le bilan 2021. Voilà, donc je vais passer. Deuxième pilier, donc j'ai parlé du Startup Act. Là, c'est l'investissement, c'est du fric, on donne de l'argent. Là, c'est des fonds à l'aval qui va jusqu'à 200 millions d'euros, dont l'objectif, c'est d'investir dans au moins 13 fonds sous-jacents qui investiront dans environ 350 startups. Donc en fait, on encourage les donneurs à donner. D'accord ? Et donc on s'engage en fait quelque part, on donne un garant, c'est genre de garant, une garantie aux donneurs de donner, donc ils peuvent, si jamais ils perdent de l'argent ou ils n'arrivent pas à fonctionner, ils peuvent récupérer du fonds des fonds. Par exemple, le fonds des fonds, il fait une souscription. La souscription de 11,2 millions d'euros a permis à alimenter 20 millions d'euros pour des startups tunisiennes. Donc, la souscription du fonds des fonds, elle a permis de dégager des fonds. Donc ça, c'est la garantie, et ça, c'est l'argent qui a été dégagé, qui a subventionné parmi les subventions, ce sont les startups tunisiennes. Le troisième pilier, le startup écosystème. Alors, donc, il fournit un soutien financier aux startups et à leur organisation, construit des ponts de connectivité, promouvoir l'écosystème tunisien. Je vais aller vite, il y a ce qu'on appelle des instruments. Des instruments, ça c'est le langage un peu économique, mais ces instruments-là, R2, DIL, etc., ils ont été distribués de façon équitable sur des secteurs. Ce qui est un peu important, c'est un peu le bilan de nos startups actuelles. Nous avons plus de 70% des startups ont au moins 3 ans, donc ça c'est la répartition par année d'existence. Il n'en reste que 2% après cette année d'exercice. Plus de 70% des startups sont localisées sur le Grand Tunis. Alors ça, il ne faut pas que ça vous fasse peur ici, le fait de dire que 2% existent après cette année d'existence. Ça signifie quoi? Ça ne signifie pas forcément qu'on s'est cassé la gueule, pardonnez-moi d'expression. Ça signifie qu'on a peut-être fait aussi des exits. C'est-à-dire qu'une start-up, en fait, il faut avoir dans l'esprit qu'une start-up n'est pas faite pour durer. Une start-up est faite pour son acquisition. Il faut rapidement réussir à exiter, à sortir, c'est-à-dire à faire des reventes comme a fait Instadip. Je vais vous montrer le cas d'Instadeep. Ce qu'a fait Instadip, avec combien de chiffres des zéros derrière le 1 a été revendu, a été reprise par une autre société. Instadip, c'est la première start-up labellisée en Tunisie. Parmi les secteurs, c'est important de voir les secteurs, des startups, la répartition par secteur. On voit que ce qui est en tête, c'est le business. Après l'e-commerce, les tech, c'est un peu les logiciels pour l'éducation, etc. Ils viennent en 3e position. Puis il y a l'agritech, il y a la santé, il y a le food, etc. Donc c'est un peu ça la répartition des startups qui ont été labellisées.
les technologies, quelle est la technologie la plus côtoyée, la plus courtisée? C'est celle-ci, c'est les plateformes. Créer des plateformes, ça marche bien. Créer une plateforme. Donc ça, nous en sommes à, je ne sais pas, je ne vois pas, c'est 37%. Voilà. Et puis après, les hardware, les big data, l'IA, etc., les clouds, etc., ça vient après. Il faut que j'aille vite. Hein. L'étudiant entrepreneur, je vais le zapper. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Ça, c'est un projet. L'étudiant entrepreneur, en fait, ça permet d'être à la fois étudiant et entrepreneur. Et ça, on l'a conçu depuis que j'étais à l'ENISO, en fait. C'était l'idée qui a été créée avec les étudiants de l'ENISO. Puis après, quand je suis passé au ministère, on a transformé ça en texte de loi. C'est une circulaire qui a des objectifs, des réalisations, demandes individuelles. Donc on peut être, étudiant et entrepreneur, mais on peut avoir 3 paliers: étudiant, entrepreneur, initiateur, innovateur et promoteur. Et ça fonctionne en même temps que la formation. Ça permet, ce sont des formations qui peuvent être incluses dans la formation initiale, c'est-à-dire il peut être capitalisé des ECTS avec la formation initiale, donc ça ne lui fait pas double boulot. Il peut gérer son projet, son PFE en même temps que son projet. Donc son projet peut faire foi de son PFE. Fonds et incubation, il peut avoir aussi le droit d'être incubé dans des incubateurs, des accélérateurs. Il y a une commission qui gère ça. Et voilà. J'ai envie quand même d'aller voir la licorne tunisienne parce que pour moi c'est le plus important. C'est vrai qu'il y a des textes, il y a des choses à dire, etc. Mais là je vais prendre 5 minutes. Hein. Je suis désolé. Ah, monsieur, il y a des réussites. 3 de l'ENISO, Avionav, Innova Robotics, Incept, et un SADIC n'est pas de l'ENISO, mais c'est un jeune Tunisien qui a été labellisé et qui a fait son projet. J'ai envie quand même de vous montrer un peu. Donc à l'ENISO par exemple, on a créé ça remonte à 10 ans, on a créé un espace incubateur dans lequel les étudiants ont évolué, ont réalisé des choses, des projets, etc. Mais ces projets-là ont commencé à grandir, à pousser pour devenir après des choses intéressantes. Donc là, si on regarde par exemple un SADIC, si on regarde Incept, Incept il dit que son impact économique, donc croissance annuelle 30 à 50%, une augmentation du nombre de collaborateurs 40%, plus d'efforts, attraction de talents possible. Donc ça c'est un peu son témoignage. Mais j'ai envie de vous montrer son projet rapidement. Il n'y a pas de connexion. Hein? C'est pas grave, on passe. On verra autre chose, c'est pas grave. On va passer à Innova Robotics. Innova Robotics, il a commencé à l'ENISO avec un encadrement d'étudiants. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses étudiants? Les étudiants, en fait, il les a vus en train de faire des projets, hein, des petits planeurs. C'est les ressources, d'accord. Ils ont commencé à travailler sur un robot en local, ici, et c'est avec les étudiants. Donc ça, c'est une approche collaborative entre le privé et le public. C'est-à-dire que le public ouvre les portes au privé. Ça, c'est un axe qui est absolument nécessaire en Tunisie si on veut travailler, si on veut faire évoluer notre dynamique entrepreneuriale. Il faut ouvrir la porte au public, au privé, et faire des interactions parce que c'est très enrichissant. Là, par exemple, ce qu'il devient, le robot qui a été développé initialement à l'ENISO, aujourd'hui, on le voit. Comment je fais là?
Voilà, donc ce peignoir, il est actuellement fabriqué totalement dans la startup Innova Robotics, gérée par Anis Sagbel, et revendu, là par exemple, il fait son essai en France dans un espace dans un espace nucléaire pour surveiller l'endroit. Ce résultat, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de voir un peu, de rêver un petit peu par rapport à ce qui existe. Là, il a détecté un sac, donc il l'a vu tout de suite, il a détecté un intrus, ça passe, etc. Donc c'est un petit peu ce projet phare. Il ne faut pas dire qu'ils nous ont pas réussi, ces jeunes-là. Ils fabriquent donc ces robots. Alors, donc je vais passer à une autre. Kahawa. Voilà, donc là c'est un autre projet. C'est un avion. En fait, elle a été réalisée également encore une fois à l'ENISO, mais je vais vous montrer ce qu'ils font aujourd'hui. Là, c'est fabriqué à Fukuoka. Il y a ça, il y a dernièrement un autre projet hélicoptère. Ça aussi, c'est fabriqué en Tunisie. Et donc, c'est à la base une start-up qui a été labellisée. Et puis, le dernier exemple, c'est Instadip. Là, je finis avec ça. Je finis avec ça, Instadip, voilà. Instadip, Kamal Baghir, il est situé en Angleterre, qui ont été labellisés. Ils travaillent sur la technologie intelligence artificielle, deep learning, ils font de l'IA. Ils ont travaillé sur le Deep Chain. Ils ont des contrats énormes et ils ont été revendus, ils ont été rachetés par BioNTech avec une somme de 2,5 milliards de dinars. 2,5 milliards de dinars. 2,5 milliards de dinars. Et ils cherchent des collaborateurs en Tunisie. Moi, j'ai déjà signé avec eux dans une nouvelle école que j'ai créée, que j'ai fondée il y a 2 ans, Estime, IA. J'ai signé avec eux pour qu'ils installent leur technologie et ils veulent signer avec des laboratoires. Donc, si parmi vous, ceux qui sont intéressés par l'IA et le développement, ils sont très ouverts et ils veulent absolument, c'est un vœu. Khalil Baghir, il vous l'a dit, ils veulent absolument investir dans, juste vous montrer leur dernière application qui est le rangement des packs. Ils veulent collaborer avec les laboratoires de recherche pour développer des nouvelles technologies. Donc il suffit de les contacter, ils sont prêts à investir de l'argent, à apporter leur technologie et à venir les former, les enseignants dessus. C'est ce que j'ai fait avec eux, déjà avec Christine. Donc, notre écosystème, il possède une licorne, il fonctionne. Il faut s'accrocher, il faut plus de souplesse dans les interactions. Il faut plus de souplesse, il faut que la communication puisse passer de façon plus fluide et il faut des appuis financiers et surtout
il faut de la persévérance. Je finis donc mon dernier slide. C'est un merci. Voilà. Scale quickly, smart small, fail fast, think big. Merci beaucoup. Je vais faire venir si l'autre est dans le château que je présentais, si l'autre est dans il vous a cherché au début. Désolé, s'il y a des questions, j'en ai une. J'avais une. Quand vous parlez de collaboration et compétition, c'est contradictoire. Oui, c'est ça. Et donc, comment Collaborer tout en coopérer. Et compétiter, en fait, faire une compétition. Voilà. C'est ça, en fait, le challenge est là. Le challenge, c'est justement de trouver le juste milieu intelligemment, de trouver comment s'articuler avec les deux composantes, tout en gardant bien sûr son petit secret, hein, parce que quand même c'est de la technologie, il ne faut pas tout partager. Mais à la fois, on doit aussi montrer un aspect d'ouverture à l'autre, parce qu'on peut faire bénéficier des jeunes ou des concurrents aussi d'une expertise qui pourrait revenir positivement sur son projet lui-même, dans le temps. C'est ça le deal qu'il faut trouver. C'est le think big, en fait. Voilà, exactement. Ouvert à... Absolument. Bon, s'il y a... J'ai une petite question de forme, une question de forme. La question de forme dans ton tableau, quand tu parles de 130 pays, en détaillé dans le salle de messe, dans ton petit tableau, quand tu parles de 130 pays, alors qu'on a 197, c'est 130 économies. Hein? J'ai dit 130 économies, j'ai pas dit 130 pays. 130 économies. C'est un choix de celui qui a mis en place ce classement. D'accord. C'est son choix. Donc j'ai pas d'accès dessus. C'est le Global Innovation Index. Vous pouvez rentrer dans le site Global Innovation Index, vous pouvez trouver des explications. Parce que l'Égypte, elle a été classée 145. Non, elle n'est pas 145. Bon, peut-être que... Ok. Deuxième question de fond, en fait, pour moi, je suis plutôt côté recherche, mais j'ai la casquette aussi responsable de PIUT. Le PIUT, c'est le parcours entrepreneuriat, innovation technologique à l'ENSAM. C'est un parcours créé en 2018, hein, et donc c'est à peu près ça me parle, ce que tu es en train de dire là. Est-ce que ce processus-là est démocratisé maintenant en Tunisie ou non? Là, tu as donné des exemples assez intéressants de l'ISO. Est-ce que les autres écoles d'ingénieurs, est-ce que les autres universités, voire même les facultés qui ne forment pas des ingénieurs, est-ce qu'ils sont lancés dans ce processus-là ou non? Moi, je suis sûr qu'ils sont déjà lancés. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup d'activités qu'on aperçoit comme ça mais on n'a pas relevé les seules mesures que nous faisons. Moi, parce que j'ai la casquette technologie, la seule mesure qu'on fait, c'est au niveau des centres de recherche et des parcs de technologie. Maintenant, dans les universités, c'est un peu mon objectif aujourd'hui, à partir il y a quelques semaines. Elle m'a été affectée la charge de créer une dynamique avec les centres de recherche et les laboratoires de recherche. Donc ça, c'est un peu mon prochain cheval de bataille là-dessus. Je vais travailler là-dessus pour donner cette énergie et pour... après, ce qui se fait, certainement, il y a énormément de choses qui se font de façon extraordinaire. Maintenant, il faut capitaliser dessus et il faut attendre un petit peu que le résultat aboutisse de ces textes de loi qui ont été mis en place, donc du label. Il faut voir un peu l'impact par la suite. Comme je vous ai montré déjà, l'impact, on commence à le sentir, mais il faut que l'impact se mesure aussi dans l'économie qui est basée sur les connaissances, mais il faut qu'il soit mesuré aussi par le nombre d'emplois. Si l'employabilité n'augmente pas, on va avoir toujours un problème. D'accord ? Le plus important indicateur, c'est l'emploi en Tunisie. On travaille tous là-dessus. Dernière question, peut-être Mounir, rapidement, 30 secondes. Mounir Fri, j'ai Issa Souz.
essentiellement, je vais poser une question. Quelle est la différence entre un pré-label et un label au niveau de Startup Pack? Et quel est les minimums requis pour avoir un pré-label en tant que chercheur? Merci. Il y a une autre question dans la foulée. Il va répondre aux deux en même temps. Votre micro. Une autre question. Il va répondre. Il n'y a aucune différence entre un pré-label et un label. Aucune différence. Aucune, absolument aucune. Dans le jugement, dans les critères, etc. Le tout, c'est qu'on s'aligne à un pré-label lorsqu'on n'a pas encore la société, mais on a quand même un POC. Il faut que le PVM existe, c'est-à-dire le POC, le Proof of Concept existe, parce que c'est là-dessus qu'on va juger, nous, la faisabilité du projet et la viabilité de ça. Donc il n'y a aucune différence. Mais une fois qu'il a son pré-label, il passe automatiquement au label au bout de 6 mois si la société est créée. Et donc n'importe qui d'entre vous, n'importe qui, rentre dans le site et peut candidater, il peut déposer une demande pour le pré-label. Rachmi Bonguia, je viens de l'université Paris-Saclay, et plus précisément Centrale Supélec. Ma question, c'est une question d'échelle. Parce que vous créez des groupes, en gros, il y a une question de régionalisation. Comment vous regardez ces différentes échelles régionales? C'est-à-dire qu'il y a des gros groupes comme SOUS où on peut créer des écosystèmes, et quand on parcourt la Tunisie, tout le monde n'est pas bien servi comme SOUS ou Tunis, etc. Donc est-ce que vous pensez à ce genre de problématique? Parce qu'à mon avis, c'est quand même ça, la collaboration, mais à une échelle internationale qui touche tout le pays. Voilà. Absolument, absolument. C'est un peu le cheval de bataille du ministère actuellement. C'est comment justement assurer cette inclusion, l'inclusion économique dans tout le pays. Mais ça, en fait, sur les axes qu'on a pensé de faire, c'est un peu de voir les secteurs qui se développent dans les régions elles-mêmes. C'est-à-dire favoriser le développement entrepreneurial en rapport au type du secteur économique qu'ils ont. Par exemple, le Sud, on va aller avec des énergies. Là où il y a des différents secteurs spécifiques, on met l'accent dessus. Mais vous me dites, est-ce qu'il y a vraiment un instrument qui va directement à cette région-là et dit non, réellement, pour être honnête avec vous, il n'y a pas d'instrument réel spécialement dédié à ça. Par contre, sous-entendu, on vise, par exemple, si on favorise l'énergie, forcément l'énergie elle va se faire dans le sud. Donc, d'une manière indirecte, on arrive quand même à dynamiser ces écosystèmes, mais c'est absolument intéressant de souligner ça, absolument. Merci beaucoup, professeur. Merci pour cette excellente présentation. Alors, je vais appeler Moussa Brice pour le photo souvenir parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent pour ça. Il a donné l'attestation à son ancien directeur de